Salut et bienvenue sur ma chaîne Au Québec en rock, troisième édition. Bien content de vous retrouver. On est aujourd'hui samedi, je crois, le 24 avril. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous parler des top guitaristes dans le monde du rock qui ont fait évoluer le monde de la musique, qui ont fait une avancée particulière, qui ont des talents particuliers, des top guitaristes, évidemment, des fois très connus, des fois un petit peu plus méconnus. Mais en tout cas, je vais essayer de vous dresser un bref historique de ça. Oh, mais juste auparavant, j'ai envie de vous entretenir de le signe particulier qui regroupe tous les fans de rock, hard rock, glam rock, metal rock, death metal. Et voilà, ce qu'on appelle le Devil Horn Sign. Évidemment popularisé par Ronnie James Dio quand il a commencé avec Sabbath, début des années 80, fin 79, début 80, suite au départ d'Ozzy. Dio il a déjà expliqué qu'il employait ce signe-là pour faire un peu une contre-façon de relier les gens à Sabbath, parce que Ozzy, on le connaît, c'était une espèce de signe de peace. Mais Dio est arrivé, il dit, il faut que je change ça, je vais faire ça. Et lui, évidemment, il expliquait ça avec des fois la culture italienne, c'était pour protéger la maison ou le lieu des influences démoniaques pour ceux-là qui croient à ça. Moi, j'ai pas une théorie plutôt, mais je suis capable de remonter un petit peu plus dans le temps pour prouver que, évidemment, Dio l'a popularisé, ce signe-là, mais c'est pas lui qui l'a inventé, je suis désolé. C'est même un signe qui était utilisé depuis plus de 10 ans auparavant. Évidemment, oui, par des façons un peu plus, j'allais dire, satanistes. En tout cas, pour un regroupement un signe qui rappelle le démon. Bon. Alors, j'ai une image ici, je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous allez bien la voir ici. Le groupe Coven, Witchcraft, l'album Witchcraft, on voit ici des signes particuliers de Devil Horn. Ben écoutez, ça c'est un groupe fin 69 qui était une espèce de groupe hippie, fin des années Flower Power, mais avec des espèces de tendances satanistes dans leur théâtralité, si je peux m'exprimer ici. C'est assez intéressant. La chanteuse là-dedans, c'est une espèce de Grace Slick, là, chanteuse de Jefferson Starship Airplane et tout ça. Mais la musique elle-même n'est pas hard rock, pas metal, rien de ça. Elle est très, très smooth, là, flower power. Mais, comme on peut voir, ils ont l'air de faire des messes noires, ces gens-là. Ils ont l'air à s'amuser un petit peu. Mais également, Geezer Butler, le bassman de Sabbath, lui, on a des... je ne l'ai pas avec moi, là, mais il y a des photos de lui, en tout cas, qui existent, qui avait déjà utilisé ces sigles-là aussi. Oublie pas, fin 60, début 70, il y a quelques groupes, dont Sabbath, qui étaient réputés un peu pour prendre des origines un peu macabres, satanistes, appelons ça comme ça. Lui, c'était plus pour créer un mouvement ou créer un intérêt particulier par rapport à un type de musique. Qui reliait bien avec ce type de signe-là. Mais écoutez, j'ai une autre preuve également que Sabbath utilisait ce signe-là bien avant Ronnie James Dio. J'ai un album ici, Sabbath, Bloody Sabbath. Ça, c'est une édition néerlandaise. Et avec... parce que ce qui arrive des fois dans les enregistrements... avant que ça aille aux États-Unis, des fois les sons sont coupés, des fois le son de baisse est monté, le son de la voix est baissé. En tout cas, les gens au mixage, ils jouent beaucoup d'un continent à l'autre selon les éditions. Et Sabbath, comme vous voyez, il y en a qui connaissent cet album-là. Ben moi, j'ai l'édition que on peut ouvrir ça et on voit évidemment les gars de Sabbath. Mais regardez bien Bill Ward, le drummer, au bout. Eh oui! Devil Sign, 1973, bien avant Ronnie James Dio.
Alors, voici que je pense qu'il clôt un peu la discussion. Ça n'empêche pas que c'est le sigle qui est utilisé par tous les fans de metal. Ça regroupe tout le monde. Moi, ce que je peux en conclure, c'est que le signe de metal, c'est parfait. Il n'y a pas personne qui va tuer personne là-dedans. C'est un signe qui rallie le monde. Dans les shows de metal, c'est dans les shows où il y a moins de bagarres. Je pense que dans les shows de rap, il y en a plus que ça. Fait que, ceci étant dit, c'est pour faire une petite historique du Devil Horn Sign. Alors, deuxième sujet aujourd'hui. Mes top guitaristes. Ça peut être aussi des fois mes préférés, mais en faisant l'historique, c'est qu'on n'a pas le choix de ne pas en parler de certains guitaristes là-dedans qui ont fait évoluer la musique à leur façon. Alors, écoutez, je vais commencer ça. On peut reculer aussi loin que les années 30. On avait Robert Johnson. Je vais essayer de vous trouver assez rapidement quelques photos. G-H-I-J Johnson. Robert Johnson, c'est un guitariste JK. Bon, comme vous voyez, il est ici. Et voilà. Guitariste noir, évidemment. Des racines du blues. C'est lui qui a parti ça. C'est le plus, en tout cas, connu de cette époque-là. Et la fameuse histoire de Crossroads, la tune de Clapton et Cream, la tune de Crossroads, c'est que il semble que ce gars-là, à un moment donné, c'est sûr que ça fait partie d'un peu de la légende, il est parti 2 ans, mais il est revenu, il avait vendu son âme au diable. C'est pour ça qu'il était capable de jouer de la guitare comme il a fait là. Petit aparté, le blues, à mon avis, c'est une musique très sombre. Les Noirs l'ont vraiment, vraiment, ceux-là en tout cas, ils ont parti ça parce que les autres, on sait qu'il y avait des petits problèmes, des gros problèmes d'esclavagisme et d'apartheid, de ségrégation, appelez-les comme vous voulez. Ça allait pas bien dans le sud des États-Unis. Puis ces bluesmen-là, avec la musique, ils pouvaient un petit peu espérer avoir quelque chose de plus fun. En plus de tout ça, évidemment, dans les années ensuite, là, c'était dans les années 30, Django Reinhardt, c'est sûr que c'est pas un rocker, OK? Ça y va avec la musique. C'est un espèce de tzigane européen de l'époque. Qui manquait même 2 doigts, je pense. Pas ceux-là, mais en tout cas, ça allait pas bien son affaire. Tommy Iommi, d'ailleurs, il dit qu'il s'est inspiré de ce gars-là quand il s'est fait chopper le bout des doigts quand il travaillait dans une usine fin des années 60. Iommi, il dit que ce gars-là, il l'a regardé, il dit la façon qu'il joue, il dit si lui est capable de le faire, il jouait qu'avec 2 doigts, je pense, sur ses accords, puis il était extrêmement rapide. Il dit si lui est capable de le faire, moi je vais le faire, puis on sait aujourd'hui. L'histoire est faite comme ça. Chuck Berry, années 50. Reinhardt, c'était plus des années 40, début 50. Chuck Berry, lui, évidemment, on connaît le rock'n'roller avec sa fameuse danse du coq. Assez impressionnant aussi. Il a parti de mode, il a popularisé la guitare plus un petit peu électrique. Là. C'était assez intéressant. Là, on tombe dans les années 60. 3 guitaristes principaux, évidemment, ils viennent tous des Yardbirds d'ailleurs. Clapton, Page, Beck. On ne peut pas passer à côté de ces 3-là. Surtout Clapton aussi, il a sorti, surtout avec son groupe Cream, une espèce de distorsion de guitare impressionnante. Beck, lui, était un petit peu plus flyé, il jouait avec les sons. Puis évidemment, Page, qui est devenu Led Zeppelin par la suite. Led Zeppelin, vous savez, c'est aussi le nom qui ont pris après les New Yardbirds. Led Zeppelin s'appelait comme ça juste avant. Et ça a l'air que c'est le drummer et le bassman de The Who, dans un taxi à Mané, il jasait, puis il avait été voir un show des New Yardbirds. Il dit si ces gars-là, ça fonctionne en TK, ils vont s'écraser, évidemment, comme le dirigeable Edinburgh dans les années 30. Fait que c'est pour ça que les New Yardbirds, à un moment donné, ils ont entendu cette histoire-là, puis ils ont créé le terme. En tout cas, selon l'histoire, Led Zeppelin. Ça fait que c'est une vieille histoire, ça aussi. Là, on peut pas passer à côté de Hendrix, qui a poussé l'espèce de distorsion de guitare, wah-wah, à un niveau qui n'était pas connu, à mon avis, là, à cette date-là. En tout cas, 67, 68.
C'était assez inconnu. Sa prestation, surtout, le premier gros show aux États-Unis en 67, le festival, je viens de perdre le nom, Allemande, en tout cas, quand il a brûlé sa guitare, c'était assez impressionnant. Hein? Pete Townshend, justement, de The Who, il l'avait vu aller, il dit, lui, je ne sais pas comment je vais faire pour faire plus tripant que lui. C'est là qu'il s'est mis, je pense, à smasher ses guitares, quand il a vu une prestation d'Hendrix. Là, on tombe dans les années 70. Là, on tombe dans les débuts des shredders. Les Français disent qui déchirent. Moi, je dirais que c'est des guitaristes qui roulent en tas. Dans cette gang-là, on peut les regrouper ensemble, là, les deux, Uli Roth de Scorpions et Ritchie Blackmore, ex de Deep Purple Rainbow. Ces deux gars-là, ils ont aidé à monter la musique d'un cran, à mon avis. Là. Ensuite, il y a les Rock'n'Rollers. Eux autres aussi roulaient, mais d'une autre façon, un petit peu plus une musique entraînante, rock'n'roll, rapide. Il y avait Alvin Lee, de 10 Years After. On sait que au show de Woodstock avec sa tune I'm Going Home, en tout cas, une prestation proche de 10 minutes, là, vous irez voir ça. C'est assez impressionnant. Frank Marino, un Montréalais d'origine. Marino aussi, il est réputé pour Hopalai. Il roule. Il y a bien des guitaristes qui le citent dans ses top 5. Rory Gallagher, un Irlandais. Même Hendrix, à un moment donné, s'est fait poser la question dans les années fin 60. Les animateurs, ils parlaient, ils disaient, écoute, selon toi, c'est qui le meilleur guitariste? Hendrix, évidemment, l'animateur voulait dire, c'est moi, mais non, c'est pas moi. Il dit, allez voir Rory Gallagher, vous m'en parlerez. Duane Allman, Allman Brothers Band, avec sa slide, il roule lui aussi. Pat Travers, Canadien aussi, il roule. Johnny Winter, le guitariste albino, son frère c'est Edgar. Ça, tous ces gars-là, là, ils ont fait évoluer, à mon avis, le son de guitare. Ils ont popularisé. On ne pouvait pas aimer leur jeu. C'était vraiment impressionnant. Je dirais aussi Gary Moore. Fameux Extend Lazy également. Lui aussi, il était capable de groover ça une guitare. Puis là, on tombe fin 70, début 80. Et on ne peut pas passer à côté d'Eddie Van Halen. Le premier, moi je dis évidemment qu'il a popularisé le tapping. Le tapping existait déjà un peu à l'époque, évidemment. Certains guitaristes l'employaient, mais c'était pas dans le cadre d'un groupe rock, hard rock. Fait qu'Eddie Van Halen, oui, il a propulsé le monde du son de guitare de fin des années 70, début 80. On ne peut pas dénier ça. Dans le blues, Stevie Ray Vaughan. Malheureusement décédé d'un accident d'avion, d'hélicoptère, je crois. C'est malheureux, mais ce gars-là aussi, il a pris le blues, il l'a poussé à un autre niveau avec une certaine technicalité impressionnante. On peut pas passer à côté d'un de mes préférés, Tony Iommi, Black Sabbath, avec évidemment avec cette histoire de doigt qui avait été un peu choppé où le gars est obligé de baisser sa tonalité, ce qui a ajouté une certaine distorsion particulière à son son. Fait que pour moi, c'est un des tops, pour ma part. Ensuite, on tombe début des années 80. Néo-classical, genre de metal, avec des guitaristes comme Randy Rhoads, qui a propulsé le son avec Ozzy, avait été le recruté. Impressionnant, à mon avis encore plus poussé du point de vue technique, Eddie Van Halen, Randy Rhoads. Yngwie Malmsteen, le Suédois, qui nous en a appris pas mal, qu'on ne pouvait pas aller aussi vite que ça. Ça a été un des shredders assez impressionnants du début des années 80. Ensuite, on tombe avec Joe Satriani, Steve Vai, Vai qui était l'élève de Satriani. Eux autres aussi, ces deux gars-là ont propulsé au début des années 80, mid-80 et même plus tard par la suite. Leur jeu très impressionnant. Steve Vai, à mon avis, il est allé chercher une petite coche de plus, mélodie, groovy,
passionné, un petit peu plus d'émotivité, si on peut dire, dans sa musique. Ensuite, on a les Shredders dans le metal. Marty Friedman, qui a joué 10 ans avec Megadeth, et son chum de l'époque, dans son band Cacophony, vous irez voir ça, Jason Baker. Ces deux gars-là ont propulsé le shredding metal à un niveau un petit peu assez inconnu à l'époque. Malheureusement, Jason Baker est obligé d'arrêter de jouer. Il y a eu syndrome atrophique SLA, la maladie. Ça va pas très bien pour lui pour ça. J'ai pas le choix de parler dans le death metal. Le groupe Death, avec son guitariste principal, Chuck Schuldiner. Ce gars-là, il a poussé le type de musique-là, Death metal. C'est pas mon genre préféré, évidemment, mais on peut pas nier que son jeu est assez impressionnant. Évidemment, tout ça, ça se passait fin 80. On n'a pas le choix de faire des petites mentions honorables aux guitaristes. Parce que c'est évident qu'il y en a là-dedans, on ne peut pas tous les nommer, là, mais qui ont été impressionnants, à mon avis. Brian Setzer, c'est sûr que lui, c'est plus dans le genre rockabilly. Il roule, ce gars-là. Il a fait un genre de musique, moi, je pense personnellement qu'une couple de guitaristes ne sont pas capables de faire ce qu'il fait. C'est impressionnant dans les Stray Cats, je dirais voir ça. David Gilmour de Pink Floyd. C'est pas un shredder, je le sais, mais il est capable de te faire une mélodie, ce gars-là. Chaque note qu'il fait veut dire quelque chose. C'est impressionnant quand même ce qu'il fait. Dans le monde du FM rock, moi, un de mes préférés, je trouve, c'est Gary Rich. On va essayer de le prononcer. Rich Rath. Ce gars-là, c'est le guitariste, autrement dit, de REO Speedwagon. Écoutez la tune Back on the Road Again. Écoutez, il y a des parties solo, il y a des riffs. Ce guitariste-là est assez impressionnant pour le monde du FM Radio Rock. Je le trouve très impressionnant. George Lynch de Dokken. Aussi, ce gars-là, il a propulsé, il fait du bon rock. Frank Zappa, qui est même fin 60, début 70, c'est un guitariste assez versatile. C'est pas mon préféré, mais on peut pas nier que ce gars-là, il est allé chercher des sonorités de guitare très impressionnantes. Le Nuge, Ted Nugent. Oui, malgré ses idées un peu, comment je dirais, conservateurs, South American, bizarre, hein? C'est une autre histoire. Mais c'est talent guitariste, on ne peut pas nier ça. Brian McQueen, très intéressant. On tombe avec dans le metal aussi, on peut aller guitariste de Testament, Alex Skolnick. Ce gars-là, il est allé chercher des petites tonalités impressionnantes dans le thrash metal. Je sais pas, le Rise Up, c'est une tune très impressionnante aussi. Slash, on peut pas... Slash, lui aussi, c'est l'espèce de David Gilmour du hard rock. Lui aussi est impressionnant avec ses petites tonalités. Zakk Wylde, que Z est allé chercher après Randy Rhoads, puis l'autre guitariste qui avait suivi, qui était très bon également, au début des années 80. Je viens de perdre son nom, on s'en rappellera. Mais il y avait les duos aussi. Tipton Downey, Judas Priest, Robertson Gorham de Tin Lizzy, c'est des duos de rock très impressionnants. Aleph Lifeson de Rush, mésestimé, mais qui était capable de driver pas mal. Il y en a une couple de guitaristes qui le considèrent intéressant. Angus Young de CDC, Boogie Rock, Hard Rock, très intéressant. Il était capable de driver des solos, mais c'est pas toujours le plus technique accompli, mais on peut pas nier son jeu de guitare très intéressant. Écoutez les amis, ça va être ça pour aujourd'hui. Écoutez, je vais avoir des prochains posts. Je vais avoir quelques sujets pour vous autres. J'ai toujours mon top 11-20 bands préférés. Dans le monde du rock d'aujourd'hui, les bons bands qui existent depuis les années, mettons, 2000-2010. Canadian Rock Band préférés. Les groupes de filles de rock, il y en a. Je pourrais vous parler de ça également. Mes choix de rock progressif préférés, ils appellent ça du métal progressif d'aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, ils appellent ça plus du métal progressif que du rock progressif. On a des bands québécois dans le rock. Ça aussi, je peux vous parler de ça.
Et les top hair metal bands, glam rock. Ça aussi, c'est dans les prochains posts à venir. Alors, mes chers amis, écoutez, je vous envoie ça comme ça. Je ne touche pas aux posts, aux vidéos. Je travaille pas là-dessus. Il y a des erreurs, c'est pas parfait, mais à la prochaine.